Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Walid Jumblat, chef du Parti progressiste socialiste libanais. Walid Jumblat, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'un des dirigeants les plus influents au sein de la communauté druze, communauté présente au Liban, mais aussi en Israël et en Syrie, où les Druzes représentent environ 3% de la population. Walid Jumblat, merci d'être avec nous. Vous avez à plusieurs reprises changé de position vis-à-vis de la Syrie, tantôt pro-syrien, tantôt anti-syrien. Mais depuis le soulèvement en Syrie en mars 2011, vous avez été du côté des insurgés jusqu'à appeler tout dernièrement à les armer. Pourquoi cet appel? Il faut bien qu'ils se défendent. Si toute la communauté internationale est incapable d'envoyer une ambulance à Homs, alors il faut bien que ces gens-là se défendent. On les laisse se massacrer, se faire massacrer. C'est un peu, ça rappelle Varsovie. Quand l'armée rouge était aux portes de Varsovie et qu'ils ont laissé les SS massacrer l'insurrection nationale polonaise. Tout le monde attend que les SS de Assad massacrent la population et la résistance syrienne. Au risque de laisser la Syrie s'enfoncer dans une guerre civile? Mais il y a déjà la guerre civile. Quand des quartiers entiers sont démolis, sont bombardés, et par l'artillerie et par l'aviation. Bon, c'est malheureux. Ils ont quoi? Ils ont quelques kalachnikovs et un peu de lance-roquettes, ils se défendent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on arrête la tuerie, et jusqu'à maintenant, personne n'est capable d'arrêter. Même la déclaration de M. Annan est ridicule, disant arrêter les tirs des deux côtés. Mais il n'a qu'à dire que c'est l'armée, c'est le régime qui tire, qui tue. Donc ça commence mal, sa médiation. Vous venez de rencontrer tour à tour les ministres des Affaires étrangères britanniques et français, William Hague et Alain Juppé. Que vous ont-ils dit? Que retenez-vous de ces entretiens? Pour l'histoire, le seul qui n'a pas cru que Assad est un réformiste, c'est Alain Juppé. C'est le seul. Le reste du monde a plus ou moins, je ne parle pas de Hague, le reste du monde a plus ou moins cru à cette histoire rocambolesque qu'il était possible de réformer le système avec Assad. Oui, mais ce monde-là maintenant me dit on va essayer de faire une résolution pour acheminer des aides alimentaires. Mais c'est pas ça, ce n'est pas ce qui est demandé maintenant. Il faut arrêter le massacre, le génocide. Pourquoi alors, à votre avis, l'Occident refuse de faire en Syrie ce qu'il a fait en Libye? Pourquoi refuse-t-il d'intervenir militairement? À cause de ce veto de malheur qui s'appelle le veto russe. Simplement. Aujourd'hui, je rappelle l'exemple de Varsovie. Poutine aujourd'hui est comme Staline à l'époque. Il attend le massacre de la population de la résistance syrienne pour après peut-être intervenir et faire une déclaration vague disant que bon, vous voyez, Assad a fait des réformes, a fait une nouvelle constitution où il y a maintenant, au lieu du parti Baas, on a cloné plusieurs partis similaires au Baas et faites le compromis avec le tueur qui va faire des partis qu'ils vont inventer à l'intérieur. Et l'opposition, bon, elle reste à l'extérieur parce que l'opposition ne peut pas accepter les termes de ce compromis. Est-ce que vous pensez que la position russe arrange l'Occident? Quelque part, il y a un jeu hypocrite. Vu que ce régime-là, depuis 50, 60 ans, sert les intérêts d'Israël. C'était le calme total aux frontières nord d'Israël, au Golan. Ils ne se sont jamais battus là-bas qu'en 1973. Et puis après, quand Assad est venu au Liban, c'était avec un blanc-seing américain. Pour décapiter l'OLP, Arafat, massacrer la gauche, ils ont tué mon père. Et puis après, faire un modus vivendi avec quelques règles rouges, quelques lignes rouges sous-entendues avec Israël. Une éventuelle chute du régime syrien affaiblirait l'influence iranienne dans la région. Israël pourrait trouver un intérêt à ce que le régime syrien chute. Vous allez me dire que c'est une théorie de conspiration. Je ne vois pas un conflit majeur israélien ou bien un israélien-iranien. Bon, les Israéliens ont besoin de la menace atomique iranienne pour réclamer plus d'armes et plus d'argent des Américains. Et les Américains, plus ou moins, ont besoin de ce fantoche iranien pour soudoyer ou bien pour envoyer la facture d'armement aux Arabes qui achètent bêtement des armes un peu partout. Revenons à la situation en Syrie. Depuis que les forces syriennes ont repris le contrôle de la ville de Homs, considérez-vous que l'on assiste au début de la fin de la révolution syrienne? Est-ce que c'est la victoire du régime aujourd'hui? Ce n'est pas la fin, c'est un peuple d'une bravoure inimaginable. Mais la chute de Homs, c'est la jonction de l'hinterland arabe sunnite vers la mer, vers le Sahel, vers là où il y a cette base de malheur russe,
vers où peut-être il y a un potentiel de gaz et de pétrole offshore très important. Bon, maintenant, le régime syrien va se concentrer sur la région de Idlib, majorité sunnite. Donc, s'il écrase Idlib et l'insurrection là-bas, ce sera un coup très dur pour la révolte syrienne. Donc, pas d'issue politique aujourd'hui, pas d'issue militaire non plus. Comment voyez-vous la suite? C'est pas ça, c'est le génocide quotidien. L'issue militaire, il y a une issue militaire. Le monsieur est libre de tuer son peuple chaque jour, et il le fait. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? La conférence, pas nous, la conférence de Tunis, un échec total. La conférence d'Istanbul, je ne sais pas. Les Nations Unies assistent, ils envoient Kofi Annan, qui dit quoi? Arrêt des combats entre les deux parties. Il n'est même pas capable de dire qu'il y a un peuple qui est en train de mourir. Est-ce qu'un coup d'État vous paraît possible en Syrie? Non, l'armée tient. L'armée tient, il y a des défections. Oui, mais l'armée tient. C'est une infrastructure militaire qui a été mise en place depuis Assad père, qui a assadisé toute l'armée. On a assisté à une défection au sein du gouvernement, la première à ce niveau-là, qui est celle du vice-ministre du pétrole. Tout dernièrement, 4 généraux ont fait défection au sein de l'armée. Ils sont aujourd'hui à peu près 7 à avoir fait défection. Je parle d'officiers de haut rang. Est-ce que c'est le début d'un changement, d'une nouvelle page dans la révolution? J'y crois pas, parce que la majorité de ceux... Bon, c'est bien qu'ils ont fait défection, mais la majorité des dignitaires, surtout qui ne sont pas pro-Assad, ont leur famille emprisonnée sous surveillance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défection majeure. Quant à l'armée, j'y crois pas. Je ne vois pas vraiment un changement radical de l'armée, à moins que les rebelles n'aient la capacité de faire une zone tampon par leurs propres moyens. Pour ça, il faut des armes, pour qu'ils créent une zone tampon, alors peut-être on aura des défections majeures. Une partie des insurgés est armée aujourd'hui. Qui les arme? Qui ça? Les insurgés, une partie au moins est armée. C'est rien du tout. Quand je vois, j'ai fait la guerre il y a longtemps. Les pauvres, face aux tanks et face aux avions et aux hélicoptères, ils ont simplement des missiles anti-chars qui ne portent même pas 200 mètres. Des kalachnikovs, ça ne fait rien du tout. C'est ridicule. Mais ils ont un courage inimaginable, une bravoure. Pour ce peuple qui descend jusqu'à maintenant dans la rue et qui chante à Bas Assad, c'est vraiment... Je n'ai jamais vu un peuple aussi courageux. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont clairement dit qu'ils étaient prêts à armer les insurgés syriens. Comment s'appelle la chanson de la chanteuse grecque? Comment elle s'appelait encore? Parole? J'ai rien vu jusqu'à maintenant. Les Druzes en Syrie sont restés relativement à l'écart du mouvement de contestation. Même si certaines figures de l'opposition sont druzes. Vous les avez appelés récemment à se désolidariser du régime syrien. Comment expliquez-vous le fait que les Druzes en Syrie fassent profil bas? Ils ont été encadrés par cette théorie qui s'appelle l'alliance des minorités. Je le répète, nous vivons dans la mer arabe musulmane. Nous sommes arabes. Avant d'être druzes, nous sommes arabes. Alors si les Druzes maintenant veulent faire les gardes frontières du régime alaouite, du régime assadiste, pardon, pas alaouite, comme certains d'eux font les gardes frontières du régime israélien, alors c'est la fin du rôle historique des Druzes, surtout les mêmes Druzes de Syrie qui ont fait la révolte arabe contre le mandat français en 25-27. Votre dernière visite en Syrie remonte à juin dernier. Vous aviez à cette occasion rencontré le président Bachar el-Assad. Comment vous a-t-il paru? Que vous a-t-il dit? On a parlé de beaucoup de sujets. J'ai abordé un sujet, alors le sujet de Hamza al-Khatib, le jeune qui a été torturé, dont les organes sexuels avaient été enlevés. Et je lui dis, mais quel est le cas de Hamza al-Khatib? Il me répond, ce monsieur-là n'a pas été torturé. C'était un jeune de 13 ans. De 13 ans. J'ai dit, alors mais monsieur... Et j'ai fait appel à ses parents, et j'ai dit, votre fils n'a pas été torturé, mais son corps a été décomposé. Alors je lui réponds, mais monsieur le président, il a été tué. Il me répond, oui, il a été tué. Alors comment voulez-vous tenir une conversation avec c'est un monsieur qui est un peu malade. Je dis un peu, je ne sais pas comment vous définissez son comportement. Parlons un peu des répercussions de la situation en Syrie sur le Liban. Est-ce que le Hezbollah aujourd'hui, allié de la Syrie au Liban, montre des signes de faiblesse à votre avis? Pas du tout. Mais ça me fait beaucoup de peine et, comment dirais-je, d'indignation qu'un parti qui a combattu courageusement pour défendre le Liban contre les agressions israéliennes, qui prétend combattre l'injustice en Palestine, ne peut pas se rallier au peuple syrien pour combattre l'injustice qui est faite contre le peuple syrien par le régime syrien. Le Hezbollah est votre allié au sein d'une coalition gouvernementale au Liban. Envisagez-vous de quitter le gouvernement libanais? Non, il faut rester.
parce que c'est un signe de calme et, comment dirais-je, c'est-à-dire changer les alliances maintenant, provoquer peut-être des scissions interconfessionnelles, ce n'est pas le moment. On reste, mais on a le droit de dire au Hezbollah, nous sommes contre vos politiques pro-régime syrien, nous sommes sur le Liban pour le minimum de sécurité, Je reviens à la stabilité. Syrie. Je reviens à la Syrie. Est-ce que vous pensez que la Syrie risque aujourd'hui une dislocation, une partition, un peu comme ce qui menace l'Irak? Je ne crois pas. J'espère que ce régime avec sa politique, ne va pas amener la Syrie à la dislocation. J'espère pas. Mais ça dépend aussi de la réaction occidentale. Le plus l'Occident réagit pour une solution, pour arrêter le massacre, le mieux c'est. Une dernière question, M. Jumblat. Votre père, Kamal Jumblat, a été assassiné. Est-ce que vous-même, vous craignez aujourd'hui pour votre sécurité à cause de vos positions? Le jour où on s'emprisonne pour des raisons de sécurité, mentalement, on est fini, on est foutu. Il faut se laisser fier au destin. C'est très simple, c'est la meilleure façon. Monsieur Walid Jumblat, merci beaucoup d'avoir été notre invité ici à France 24. Je rappelle que vous êtes le chef du Parti socialiste progressiste libanais. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Au revoir et à bientôt.